Bonjour David Cheselson. Nous sommes au Théâtre de la Bastille où vous présentez Le silence et la peur, et qui est un spectacle en fait qui tourne autour de la figure majeure de la chanteuse noire américaine Nina Simone. Tout d'abord, pourquoi ce titre? Alors, ça part d'une anecdote qui se trouve correspondait par hasard à quelque chose dont j'avais envie de parler concernant cette histoire. Euh, Mon père a eu il y a quelques années un accident et il a été dans un semi-coma. Et puis on discutait, il est sorti de son semi-coma et il a eu une crise de panique. Et il m'a parlé de la sensation qu'il avait eue, un épisode qu'il avait vécu dans son enfance et où il avait une peur comme ça d'être tué et il avait le sentiment on l'obligeait à se taire et il avait comme ça un souvenir très aigu de la terreur qu'il avait eue. C'était comme une scène un peu cauchemardesque dans son enfance et il était obligé de taire sa peur. Et il disait dans ce moment de souffrance qu'il n'y avait rien eu de pire pour lui que de devoir être condamné au silence alors que la seule chose qu'on a envie c'est de hurler. Mais s'il hurlait à ce moment-là dans son cauchemar, alors il allait être découvert et donc on allait le Et on tuer. a lu dessus. Et il a vraiment prononcé cette phrase-là du silence et de la peur et je l'ai complètement oublié. 4 ans après, je me mets à travailler sur ce projet et puis ça m'est revenu, qui m'avait fait ce récit et je me suis rendu compte que voilà, il y avait cette chose dans la vie de Nina Simone, et pas seulement Nina Simone, mais dans toutes tous les peuples, les populations qui ont été opprimées, qui ont été victimes ou de colonialisme, ou de racisme, ou d'antisémitisme, à un moment donné sont condamnées au silence par une majorité quelle qu'elle soit. Et le fait d'être condamné au silence, c'est comme une espèce de double peine. Non seulement on est stigmatisé parce qu'on est ce qu'on est, mais en plus il faudrait se taire. Mhm. Et ce que fait Nina Simone, c'est précisément l'inverse. C'est qu'elle dit qu'il faut elle tente de conjurer la peur et elle prend la parole. Elle a été condamnée au silence, elle est mise dans une terreur. En tout cas, l'histoire afro-américaine est terrible. L'histoire de l'esclavage, de ce qu'on appelait les traites transatlantiques, ces histoires de déportation des Africains qui ont duré des centaines d'années entre l'Afrique de l'Ouest notamment et le nouveau continent, qu'on appelait le nouveau continent, le commerce triangulaire. Les conséquences de ça étaient une peur perpétuelle de courir le risque d'être détruit parce qu'on est ce qu'on est, en l'occurrence un homme ou une femme de couleur de peau noire. Euh, et ça est quelque chose, moi, qui me bouleverse et me frappe beaucoup. Et du coup, voilà, j'avais envie de dire que la vie de Nina Simone, pour le coup, c'est presque l'inverse. C'est une vie où on cesse d'avoir peur parce qu'on prend la parole. Mhm. Mais avant qu'on en arrive à faire ça, à pouvoir mettre des mots et à pouvoir prendre la parole pour abolir la peur, bah, il y a tout ce temps où on est condamné au silence. Et comment on survit à ça? Voilà, pour la faire courte. Oui, mais très intéressant, merci. Et c'est vrai que vous mettez l'accent dans votre spectacle à la fois sur des éléments biographiques de la vie de Nina Simone, mais on apprend effectivement son, l'importance en fait qu'elle a eue dans la lutte justement pour les droits des Noirs américains, et souvent qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que votre spectacle met en lumière son engagement pour cette cause. Oui, oui, je l'ai découvert moi-même en lisant les biographies qui existent de Nina Simone et j'étais comme beaucoup de gens ignorant et j'aimais beaucoup sa musique Mm. et après j'ai aussi découvert que c'est curieux d'aller voir l'autre et d'aller voir à l'étranger. C'est un drôle de nom de dire à l'étranger, mais en Mm. tout cas de sortir de nos frontières. Mm. Bah, aux États-Unis, pour les communautés afro-américaines, Nina Simone est une icône de la lutte pour l'obtention des droits civiques des Afro-Américains dans les années 60. Et c'est une chanteuse, mais c'est une icône féministe, engagée, extrêmement forte. Et nous, on est un peu ignorants de ça. Mm. Et découvrir ça, voilà, c'était une émotion très forte. Et oui, effectivement, c'est quelqu'un qui a pris publiquement parti, fait et cause pour sa communauté et
qui a pris des risques complètement fous. Aujourd'hui, on ne s'en rend pas encore compte, on s'en rend plus compte, mais concrètement, une femme noire américaine dans les années 60 dans le sud des États-Unis avait une chance de survie assez peu élevée. Et Nina Simone prenait risque d'aller dans des concerts et de dénoncer publiquement les agissements de l'establishment blanc américain à ce moment-là. Et elle risquait sa vie, très concrètement. Elle pouvait se faire tuer par des types qui avaient des fusils au bout de la rue, quoi, derrière les barrières qui entouraient le public qui venait voir les concerts. Enfin, il y a des scènes comme ça qui sont racontées dans les diverses biographies qui sont vraiment édifiantes dans les prises de risques qu'elle prenait pour pouvoir revendiquer et obtenir les mêmes droits que les autres citoyens du pays dans lequel elle vivait. Et votre spectacle aussi a la particularité de mettre sur scène à la fois des comédiens français, mais aussi des comédiens américains, noirs américains. Je pense que c'était très important pour vous de leur donner la parole afin que il y ait une espèce de légitimité aussi de ce que vous présentiez sur scène. Alors, je pense que moi, je donne la parole à personne. Oui. J'essaie de créer un espace dans lequel j'invite des gens à venir me faire part de leur expérience s'ils en ont envie. Et en l'occurrence, ce à quoi je tenais beaucoup, c'était pas tant... c'était de... Le premier spectacle que j'ai fait avec ma compagnie, Lieu-dit, s'appelle En route Kaddish et raconte l'histoire de mon grand-père, qui est un juif lituanien qui est allé vivre en Palestine dans les années 30. Et une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce spectacle, c'est que j'en avais marre qu'on parle du conflit israélo-palestinien dans des termes, avec des modalités que je trouvais toujours insatisfaisantes. Et j'ai eu cette espèce de réaction, c'était vraiment ma naissance à l'écriture et à la mise en scène, de dire « Mais attendez, moi j'ai des trucs à dire, moi c'est mon histoire et je sais de quoi je parle ». Pas tant pour faire taire les autres, mais pour dire j'aurais peut-être un point de vue d'expérience. Et quand j'ai décidé de travailler sur la vie de Nina Simone, je me suis dit mais je ne vais pas soudainement, alors que moi-même j'ai vécu ce désir de faire part de mon expérience, ne pas travailler avec des gens dont c'est l'expérience d'être un homme ou une femme noire américaine. Et donc je me suis dit voilà, rencontrer des Afro-Américains va me permettre d'avoir un accès à une conscience, à une connaissance, à une expérience que moi je n'ai pas. Et donc c'était pas tant pour légitimer et pour me donner le droit de parler, alors que je suis un homme blanc français qui ne connaît pas cette histoire. Je trouve que tout le monde peut raconter les histoires de tout le monde du moment qu'on est sérieux avec ça et qu'on ne prend pas la parole à la place des autres, mais qu'on prend la parole ensemble. Et en l'occurrence là, ce spectacle, c'est un spectacle qui propose de créer une communauté à l'intérieur de laquelle on prend la parole et on se réunit les uns les autres et on raconte la vie de cette femme. C'est pas ma parole ou la parole des acteurs et des actrices afro-américains, c'est une communauté noire, blanche, européenne, américaine, africaine qui prend la parole ensemble. Ce qui était vachement important pour moi, ce qui était très riche comme expérience, c'est que voilà, les Dee Beaznael qui joue Nina Simone, Kim Sullivan qui joue son père, eux, ils ont l'expérience d'individus qui sont nés dans les années 50, 60, 70, 80. Ils n'ont pas l'expérience de ce que c'est d'être un Afro-Américain dans les années 40 et 50 aux États-Unis. Ce sont des gens qui sont nés dans un État dans lequel ils avaient techniquement les mêmes droits que les autres. Pour autant, ils ont subi un racisme systémique que moi je peux m'imaginer, mais je ne sais pas ce que c'est que d'être dans le corps de quelqu'un qui risque qui sait qu'il risque de se faire tuer juste parce qu'il traverse la rue, qu'il a une capuche et qu'il est noir. Moi, j'ai pas cette expérience-là. Je peux l'imaginer. Et du coup, alors tous les interprètes ne l'ont pas, au sens où Dee, elle n'a pas un risque au quotidien, elle vit dans un endroit... mais pour autant, elle a une conscience qu'il y a des zones où... Voilà. Et ça crée un rapport très, très singulier. Et cette expérience-là, consciente ou inconsciente, elle apporte beaucoup de complexité en fait au travail et beaucoup de richesse. Elle m'a permis, elle nous a permis de ne pas se tromper, de non seulement pas parler à la place, mais d'être plus malin, d'être plus intelligent sur ce qu'il était possible de raconter, plus sensible, plus compliqué, moins binaire. Et j'insiste beaucoup sur le fait que c'était pas tant une question de légitimité que avoir un accès à de la complexité et à de l'inconscient. Et ça, je trouve que c'est très stimulant comme expérience et on essaye de le partager avec les gens du mieux qu'on peut. Oui. Et pourquoi était-ce important aussi j'avais vu En route Kaddish, donc c'est vrai qu'il y a des...
il y a des échos entre les deux spectacles, clairement. Et dans les deux spectacles, il y avait aussi l'utilisation d'images d'archives. Il me semble que c'est important aussi. Oui, alors pour l'instant, dans mon travail, jusqu'à aujourd'hui, c'est Mm. quelque chose qui me semble intéressant, en tout cas, de partager. Euh, la mémoire, les archives du XXe siècle, euh, siècle dans lequel moi je suis né, euh, euh, ça m'émeut beaucoup de retrouver des images de voilà, certains moments un peu charnières dans notre histoire commune. Et j'aime assez l'idée de voir comment est-ce qu'au théâtre ça peut vibrer avec notre présent, comment ramener de l'archive, Mm. ramener de la mémoire peut encore faire vibrer notre présent. Et c'est souvent des réponses aussi, c'est souvent parce que j'échoue dans l'écriture à raconter quelque Mm. chose que je vais chercher dans de l'archive documentaire en espérant pouvoir avoir une émotion que l'écriture ne me permet pas de transmettre. Un exemple très bête, moi quand j'avais 15 ans, j'ai eu une prof d'histoire, j'ai eu beaucoup de chance, fantastique, qui m'a donné le goût de l'histoire. Et on a travaillé particulièrement sur l'histoire de la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains dans les années 60. Et j'ai eu mes premières émotions d'adolescent, de désir de révolte, en voyant les images des luttes et des marches à Washington, que ce soit de Martin Luther King, de Malcolm X et d'autres leaders. Et j'avais des émotions. Moi, je voulais me révolter contre toutes les injustices parce que quand j'avais 15 ans, j'ai vu qu'on maltraitait des gens qui n'avaient rien demandé à personne. Mm. Et je me souviens avoir été bouleversé par les images de jets d'eau qui étaient balancés sur des manifestants afro-américains, des bergers allemands qu'on lâchait sur des manifestants parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être là, des types qui jetaient des canettes de coca sur des jeunes étudiantes qui arrivaient dans une université américaine parce qu'elles étaient noires, et des types racistes qui se disaient « t'as pas ta place ici, tu dégages ». Moi, c'était des trucs qui m'ont bouleversé quand j'étais ado. Et on a cherché avec Jérémy Scheidler, qui est à la vidéo, à reconvoquer ces images, voir ce que ça pouvait provoquer. Et c'est vrai qu'on on l'a fait jusque-là dans plusieurs de nos spectacles. C'est encore un médium qui me semble intéressant à partager. C'est pas simple parce que le théâtre n'est pas là pour concurrencer le cinéma ou l'image, mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose que j'aime bien. Qui enrichit clairement aussi. Ouais. Et en vous entendant parler, je me disais que cette révolte qui vous traverse, qui vous traversez jeune et maintenant, je pense que ça peut-être aussi fait écho à l'histoire personnelle de votre famille. Ces chiens, ces bergers allemands, enfin... le silence, la peur, et je crois et l'histoire aussi, parce que votre grand-père a fondé lui aussi un institut d'histoire, donc il y a quelque chose aussi qui continue. Oui, ce qui est sûr, c'est que je pense que bien malgré moi, je me rends compte. Ma mère m'a toujours dit qu'il fallait pas que je fasse que des études de théâtre parce que c'était pas un métier qui allait me permettre de vraiment bien gagner ma vie, mais que ça serait bien que je fasse un peu d'histoire. Et j'ai toujours dit non. Et je me suis rendu compte, sans le vouloir, que j'ai fini par travailler sur de l'histoire de manière bien profane et pas du tout à la hauteur de ce qu'on avait espéré dans la famille. Mais après, j'ai fait une drôle d'expérience sur le silence et la peur, c'est que je me suis bercé d'illusions. Et j'ai cru que parce que mon expérience, enfin pas mon expérience, mais l'histoire de ma famille juive, non religieuse, non pratiquante, on est tous extrêmement opposés à la politique du gouvernement israélien depuis 30 ans, moi et ma famille. Je le suis plus que jamais. Je pense qu'il faut emprisonner et convoquer à la Cour pénale internationale Benjamin Netanyahou pour ce qu'il fait et qu'il est en train de détruire le semblant de démocratie qu'il y a aujourd'hui dans ce territoire et que l'oppression des Palestiniens est insupportable. Ceci étant dit, l'expérience que moi j'ai vécue avec mon histoire juive m'a fait croire à un moment donné que je pouvais comprendre ce que c'était que la peur d'être détruit, qu'on soit noir, arabe, juif, ouïghour. Et en fait, c'est faux. L'expérience d'une oppression d'un peuple ne vaut pas pour... ça n'est pas la même chose d'être oppressé parce qu'on est juif que parce qu'on est musulman ou noir ou chinois ou amérindien. Ce ne sont pas les mêmes expériences. L'histoire n'est pas comparable. L'histoire juive, c'est l'histoire juive. L'histoire afro-américaine, c'est l'histoire afro-américaine. Le racisme anti-musulman qu'il y a aujourd'hui, il est spécifique et il n'est pas comparable avec le reste. Et j'en ai fait l'expérience
en faisant ce spectacle où je me suis confronté pour le coup aux acteurs, aux actrices. Je vous donne un exemple. J'avais écrit une scène où je dénonçais les tortures qui avaient été commises par les esclavagistes blancs américains au début du XXe siècle contre les Noirs. Et j'avais pris des exemples réels et j'ai écrit un texte qui devait être joué par Nina Simone qui décrivait ces tortures. Et on joue ce texte et un des acteurs me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est quoi cette description horrible de torture qu'on a faite ? Pourquoi tu fais ça ?» Et je lui dis, bah écoute, je fais ça pour la dénoncer, pour dire que c'est dégueulasse, il faut pas faire ça. Il me dit, mais tu te rends compte de ce que tu fais là ? Tu montres une femme noire, victime, ça te fait plaisir ? Je dis, bah non. Il me dit, mais alors pourquoi tu montres ? Moi, je suis plus une victime. Hein. Il dit, elle est pas victime, hein. C'est une femme noire américaine, elle a du pouvoir, elle est là, elle a... Est-ce que tu es sûr que si ça t'était arrivé, toi, t'es juif, t'as fait une description des chambres à gaz dans ton spectacle ? Je dis bah non. Il dit pourquoi ? Je dis bah parce que c'est ridicule, je vais pas exposer ma souffrance. Il me dit bah voilà, mais pourquoi tu le ferais avec l'histoire afro-américaine ? Et en fait, je le faisais bêtement en me disant c'est pareil, on a la même douleur. Non, on n'a pas la même douleur. Les expériences sont singulières. Ça veut pas pour autant dire qu'on peut pas tenter de se comprendre. Bien au contraire. Et ce que j'ai découvert là, c'est que en ayant son expérience, en ne collant pas son expérience sur celle des autres, et en acceptant qu'elle est différente, on peut peut-être commencer à dialoguer et se rendre compte qu'on a aussi une aspiration à la liberté en commun possible et de respecter les différences les uns des autres. Ça passe aussi par se dire que chaque histoire est vraiment singulière. Et voilà. Bon, mais donc je finis par me rendre compte que l'histoire juive n'a rien à voir avec l'histoire afro-américaine. C'est sûr. Et c'est complètement autre chose. Mais il n'empêche qu'on peut ressentir quand même une révolte qui traverse, voilà, qui fait qu'on ne peut pas rester insensible parce qu'il y a quand même, oui, effectivement, peut-être des échos, en tout cas une sensibilité qui fait que peut-être plus que d'autres, me semble-t-il. Oui, en tout cas, on développe, mais c'est comme quand on est maltraité dans l'enfance, on développe une hypersensibilité à la douleur. Bon, bah, c'est pareil, quand on vient d'une histoire où on a subi, alors on a une acuité, mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est comparable. Voilà. Mais on a une acuité nouvelle, quoi. Et juste pour finir sur une question vraiment sur le spectacle, il y a une scène qui me semble être une scène symbole. Vous allez me dire si je me trompe. C'est celle où en fait l'enfant essaye de soigner la blessure de son père. Et elle est reprise à un moment donné aussi plus tard. Il m'a semblé que c'était quelque chose qui avait de l'importance. Est-ce que vous pourriez l'expliquer ? Énormément. Énormément, c'est majeur. Cette histoire est une histoire de comment on subit les héritages de nos aïeux et comment on subit les cicatrices qui sont laissées à nos parents. Et comment on a à charge, nous, la génération d'après, comment on se débrouille avec le fait de soigner nos aïeux alors qu'on n'a rien demandé à personne. On vient au monde, moi j'ai rien demandé. Moi, je suis né dans un pays démocratique. Pour l'instant il l'est encore, dans lequel j'étais libre, j'ai pas subi de racisme, j'ai pas subi d'antisémitisme, mais je dois réparer les douleurs qu'ont subi mes parents. Oh là là, c'est difficile. Et pour autant, je me rends bien compte c'est quelque chose de récurrent, et je trouve que c'est un problème très beau et très important de se dire est-ce qu'on peut soigner les blessures de nos aïeux, et si on a à subir ça, je pense qu'il y a un temps où c'est vraiment pénible, et il y a un moment donné où on se dit en soignant les blessures du passé, alors on peut être conscient de là d'où on vient et faire en sorte que ça ne se reproduise pas, et réfléchir à créer du soin dans la société dans laquelle on est, s'occuper de la douleur de nos proches, de nos parents. Moi, j'ai l'impression que ça nous convoque à l'endroit du soin avec l'autre, tout court. Et j'aimais beaucoup l'idée de montrer, ça part d'une vraie chose, hein. Nina Simone a dû soigner la blessure de son père quand elle avait 4 ans. Il a eu une opération, il avait une occlusion intestinale, et elle a dû pendant 1 an, elle était son infirmière, c'était l'infirmière de la famille. Et moi, je me suis imaginé ça, une petite fille de 4 ans qui doit changer le pansement de son papa 10 fois par jour.
c'est très concret, puis symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. On n'est pas armé pour soigner son père ou pour soigner sa mère. Puis à un moment donné, on devient adulte soi-même et on se rend compte que peut-être c'est possible. Et je trouve que c'est l'idée de devoir guérir les cicatrices du passé et essayer de les soigner, ça nous donne un joli but dans la vie, je trouve. Ça peut pas suffire, mais je trouve ça plutôt heureux de se dire qu'on peut créer de la douceur et de la bienveillance en commençant par ce qu'on a à proximité et puis d'ouvrir, quoi. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Je sais pas, j'arrive pas à le dire bien, mais un truc comme ça. Je veux vous remercier énormément pour cet entretien très riche, Merci très beaucoup. éclairant, accordé à Anne Lassène. Et on va rappeler que le spectacle Le Silence et la peur au Théâtre de la Bastille se joue jusqu'à fin mars. Jusqu'au 27 mars. Voilà. Ouais. Merci encore, David Merci à Jason. Merci encore.